C'est bon. Je suis en train d'écrire ici. Oui, diaporama. C'est un autre? Ouais. J'ai remis le son. Ouais. Donc bonjour à tous. Donc voilà, je suis Argia Olsomendi, professeure de basque à l'Université Bordeaux-Montaigne. J'enseigne donc au département d'études basques en licence et en master et je suis rattachée au laboratoire ICAR. Tout d'abord, un petit mot de remerciement pour les organisateurs et collègues de l'UPPA et de l'UBM pour avoir organisé ces deux belles journées. Et donc, moi, je suis venue vous parler des représentations de l'émigrant basque et de l'indiano dans l'hebdomadaire Eskualduna entre 1903 et 1919. Donc, pour introduire le propos, il est important de souligner que depuis les années 1980, on assiste à un développement de l'historiographie sur l'émigration basque. Et cette historiographie est essentiellement abondante et traite surtout les causes de l'émigration, l'histoire sociale contemporaine également. Mais l'évolution historique du phénomène migratoire est peut-être un petit peu moins analysée, et notamment au XXe siècle. Pour reprendre une citation de Oscar Alvarez-Gila, qui est ici présent, on parle souvent d'émigration au pluriel, puisqu'il existe de nombreuses émigrations et les phénomènes migratoires sont nombreux de par les territoires administratifs, de par les catégories socio-professionnelles, etc. Donc, dans cette étude, on va se baser sur les articles de presse de l'hebdomadaire Eskualduna qui a été créé en 1987, qui a changé de nom au début du XXe siècle, qui s'appelle et il s'agit d'un organe de presse des conservateurs bascophones. Donc, on ne propose pas une évolution forcément diachronique, mais on va se pencher sur la figure de l'émigrant basque et de l'indiano dans ce journal et au Pays Basque Nord. Donc, on peut se poser comme problématique quelles images de l'émigrant basque et de l'indiano a fabriqué l'hebdomadaire Eskualduna entre 1903 et 1919. Donc, pour cette étude, on trois parties. D'abord, on va un petit peu contextualiser cette recherche qui est placée dans un continuum historique et on va donner un petit peu un état des lieux de toutes les recherches qui ont été présentées auparavant. Ensuite, nous allons nous arrêter sur les images et discours véhiculés dans ce journal pendant ces 16 années où on présente un émigrant basque victime, naïf, triste et misérable et un indiano généreux, solidaire et fidèle. Et pour terminer, nous allons nous arrêter sur deux articles qui ont été publiés en 1903 et 1905. Il s'agit donc de l'article Buenos Aires de Jean Etchepar et Eskualetxea de Jean Herriartukuti. Alors, donc mon collègue cet après-midi reviendra sur la partie littéraire, donc je ne développerai pas cet aspect-là, mais comme l'a précisé Claude Mehatz, donc le naufrage du Leopoldina Rosa en 1842 a donné lieu à des bertchous en basque, et donc qui ont été recueillis au 19e siècle sur donc 230 personnes qui avaient péri, 72 rescapés, et donc cette catastrophe a été relayée dans la littérature basque. On assiste à une versification anti-émigration depuis le milieu du 19e siècle, un discours très présent dans la littérature basque, et notamment avec les Jeux floraux organisés par Antoine Dabadi en 1853, où le sujet était une chanson exprimant les regrets d'un basque en partant pour Montevideo.
Donc, 7 propositions virent le jour à cette période. Notamment le vainqueur de ces Jeux floraux était donc Bernard Célab, mais on pense qu'il s'agissait de Iribarren qui était son vicaire. Donc Landerech, Gracien Ademas Aldoubi, Martine Egiategui ou Martine Alsouet, Jean Chatrali ou Pierre Topet Echaoun avaient également participé à ces Jeux floraux. Notamment, donc, pour ne relever que les vers de Egiategui, il indique comment le voyage provoque la déshumanisation de l'émigrant. Donc, nous avons sélectionné quelques recherches sur la figure de l'émigrant dans la presse en basque. Et donc là, notamment des historiens ont appréhendé cette figure, l'émergence de cette figure. Donc il y a eu un projet de recherche à l'Université du Pays Basque dans les années 2000 qui s'appelait Amerika Euskal Herriko Prentsan. Notre projet de recherche également à l'UPV, à Euskal Herriko Universitatea, Imagen et Imágenes de la Emigración Vasca a América, Identidad e Imaginario Colectivo. Ensuite, donc, José Manuel Azcona Pastor a analysé la figure de l'émigrant basque dans plusieurs hebdomadaires, et notamment Eskualduna, mais il s'est arrêté aux années 1900. Oscar Alvarez Gila et José María Tapis ont proposé un article qui étudie et qui met en relation la presse nationaliste en langue basque et l'émigration en Amérique. Et donc, notamment en analysant 4 journaux, Bizkaitara, Aberi, Euskadi et Elcesior. Donc, si je me trompe, je laisse l'auteur corriger ses propos. Et Claude Meatz également, qui dans sa thèse parle des journaux qui sont utilisés comme support publicitaire, directement ou indirectement, et donc l'apport de ces supports dans la presse. Donc rapidement, la presse sous la Troisième République a eu une importance qui est également à noter, avec un rôle majeur dans l'espace public. La presse traite de nombreux champs, la politique, judiciaire, agricole, culturelle. Et donc, certains hommes politiques ont besoin de se faire connaître. Eskualduna fabrique des personnages stéréotypés, notamment le juif, l'espion allemand, l'instituteur, qui sont très stigmatisés. Et donc d'autres, ils sont très désignés et de manière très péjorative, et d'autres sont glorifiés. Par exemple, l'abbé Diarra-Sari ou par Jean-Pierre Tourouti. Donc, ils deviennent des enjeux politiques, des objets de débat, de discours, et qui sont analysés, qui sont abordés dans les discours d'Eskualduna. Donc, pour revenir rapidement sur ce journal a vu le jour en 1887, un an après son concurrent, le Réveil basque. Et c'est le seul hebdomadaire uniquement en langue basque, au Pays basque à l'époque, et donc publié au Pays basque Nord. Et il existait d'autres journaux, on va dire blancs ou conservateurs, comme le Mémorial des Pyrénées, le Patriote ou le Courrier de Bayonne. Et parmi les collaborateurs d'Eskualduna, on rencontrait différentes tendances politiques, les royalistes, les bonapartistes, les républicains chrétiens. Et donc parmi eux, on trouve en 1904 donc Jean-Pierre Tourouti, qui donne un nouveau souffle au journal et qui mène le journal à son apogée donc en 10 ans. Pour rapidement revenir sur les orientations du journal, donc la foi catholique, la famille, l'agriculture. On trouve aussi une idéologie anti-républicaine très marquée. 2 autres figures, Arnaud Abadi et Jean-Blaise Adema, sont également des acteurs majeurs de ce journal. Et donc avec une volonté de conserver une société très traditionnaliste. Donc pour l'évolution de sa diffusion, on voit bien une évolution très nette entre sa création, donc 1889 et 1908, où on passe de 950 exemplaires à 7000 exemplaires. Donc, on voit bien que c'est un organe de presse très développé, très présent au Pays basque Nord, avec de nombreux lecteurs, et qui accorde une importance aux informations locales. Là, j'ai mis quelques plumes de l'hebdomadaire Eskualduna, qui sont d'autre part des écrivains et qui sont bien connus dans la littérature basque. Donc, tout d'abord, le capitaine du Voisin, qui était un bonapartiste et qui fait partie de la première génération
de journaliste Euskaldunak, collaborateur. Ensuite, nous avions Jean-Pierre Tourouti, qui a été directeur du journal et qui l'a mené à son apogée. Il était également professeur au séminaire de la Ressort et donc il a jeté les bases du journalisme basque. Jean Etxepare, donc, qui était médecin, écrivain. Jean-Baptiste Torpustan le nomme comme une des plus grandes et originales figures de la littérature basque de tous les temps. Il a également été un grand collaborateur du journal, élève de Jean-Pierre Tourouti au séminaire de la Ressort. Et ensuite, Jules Moulier-Ochobi, un petit peu plus tard, qui lui aussi est donc un prêtre, versificateur, fabuliste également, académicien de la langue basque et qui a également de nombreuses années collaboré au journal. Donc, pour cette deuxième partie où on va vraiment entrer dans le vif du sujet avec les images et les discours véhiculés, donc on voit bien qu'on a d'un côté les migrants et de l'autre l'Indiano. Donc, nous nous sommes penchés sur ces 16 années et nous avons relevé un corpus de 15 articles de presse et des chansons également, puisqu'en fait, en 13 ans, nous avons relevé plusieurs chansons en basque qui sont publiées dans Euskalduna. Donc, nous avons par exemple l'article Buenos Aires de Jean Etxepare en 1903, qui est publié et qui sera ensuite repris dans le recueil de Pierre Chariton. La rubrique Euskaldunak Buenos Airesetan qui donne des nouvelles, donc plusieurs nouvelles de là-bas. L'article Eskualetxea de Jean-Pierre Tourouti qui en 1905, que nous allons analyser. Les vers de Jean-Baptiste Diarrasari, Americac. D'autres articles, Mendibé par exemple. Et pour terminer avec quelques articles, c'est donc quelques vers de Gauche Mendiag également qui écrivait depuis le Nouveau Monde et donc les vers qu'on a cités tout à l'heure, donc Bernard Selab, qui ont été publiés dans Euskalduna mais qui datent de 1853. Donc là aussi, je vais passer assez vite puisque donc, cet après-midi, vous allez le voir dans la partie littérature. Donc la versification sur l'émigration met en avant une tonalité lyrique avec beaucoup de nostalgie. On voit aussi un rapport exclusif de l'émigrant avec sa mère, avec une métaphore qui est doublée, la mère biologique d'une part et la terre-mère de l'autre. Souvent un discours direct à la première personne, où les états d'âme de l'émigrant depuis la terre lointaine sont mis en avant, ou lorsqu'il est en route vers l'Amérique. On peut analyser également qu'il existe un champ lexical de la souffrance, de la culpabilité, notamment chez Diarrasari ou Gilles Moulier, et la définition de l'identité basque qui est englobée dans Euskaldun Fededun, donc le basque qui est croyant. Concernant donc cette notion de naïveté, de crédulité, on la retrouve plusieurs fois. Soinereski doan gutarteko jende ameriketarat, où jaununek atzeman ditu herriak nun gizon bakar batentzat baumen ziren zazpi emazteki. Donc, on trouve donc cette notion de naïveté, de victime de l'émigrant. Et ensuite, l'émigrant endosse l'entière responsabilité de la crise agricole que traverse le pays. Hortalik da heldu laborantza edatzeko eta itzinatzeko orde, gibelerat ari baita gure eskualdean. Donc là encore, c'est l'émigrant qui endosse toute cette responsabilité économique que subit le Pays basque à cette période. Ensuite, donc, un discours qui fustige l'agent d'immigration dont on a parlé, qui le diabolise. Ce personnage qui crée illusion et espoir et diffuse une image falsifiée du nouveau monde auprès des jeunes. C'est un discours qu'on trouve dans Euskalduna. Alors, bien évidemment, le discours et les images sur l'Indiano sont complètement opposés. Et là, on rencontre donc un Indiano qui est caractérisé par sa générosité, le basque américain, qui, par exemple, va faire une donation de 13 000 francs à l'époque pour un avion, Eskualeria, Basque Amérique, qui sera offert à l'armée française par les Indiens d'Amérique juste avant la Première Guerre mondiale. De la même façon, donc, nous avons une solidarité qui est présente entre les Basques américains et les Basques restés au pays. Donc, en 1919, puisque les Américains récoltent de l'argent en faveur des orphelins
des enfants qui ont perdu leur père pendant la Grande Guerre. Et donc, de l'argent va arriver ici, de l'Amérique. Donc, je vais maintenant passer à cette troisième partie qui concerne plus précisément deux textes, deux articles de presse qui sont, le premier date de 1903, écrit par Jean Etchepare, le second de 1905 par Jean-Pierre Tourouti. Et donc, voilà, donc là, je vais citer mon collègue Yon Cazenave qui replace un petit peu Jean Etchepare et Pierre Land dans un contexte nouveau. Et il est vrai qu'en fait, jusqu'à 1910, le Nouveau Monde a donné essentiellement lieu à un traitement très négatif dans le discours identitaire. Donc, notamment les auteurs qui sont restés ici, au pays, ont traité ce phénomène de manière très, très négative. Et l'idée était de dissuader les jeunes gens de partir et de prendre le bateau et de partir en Amérique. Donc, ce discours, il était très présent. Et le discours novateur de Jean Etchepare et de Pierre Land est à souligner. Ce sont tous les deux des enfants d'Américains et ils abordent la question un petit peu différemment. Donc, en 1910, Pierre Land publie L'émigration basque, donc son œuvre savante qui replace le phénomène dans une perspective historique, psychologique également. Et ensuite, Jean Etchepare, donc, dans ses articles, mais également dans un essai, Ameriketa Korotsapenak, il donne une version narrative. On trouve également des caractères de racialisation, donc la langue, les traits physiques, moraux, la culture sont mis en avant. Et donc un discours hyperbolique des Indianos de retour au pays qui contribue à diffuser une image idéale de l'Amérique. Donc là, il y a une citation de Jean Etchepare, notamment dans ce texte. Donc je vais le lire en basque, ceux qui ne comprennent pas pourront le lire en français à côté. C'est un extrait de l'article Buenos Aires, une métaphore sur les abeilles qui est particulièrement belle. Erle batzu iduri zuten, Ameriketako lilien ikertzera joanak. Kofoia, hemen utzirik zaintzalekin, gero estia bildu zuketenean gozatzekotan. Zenbait urte laburrez, han alatu ondoan, ahal zuten bezen bat, ezen bizi hau etzeien istant bat baizik, heldu ziren, gibelerat, gehienak gehikoa hanpaturik. Orduan, eskualegirat itzultzea, ze zoriona. Je vous laisse devant ce texte qui parle de lui-même. Une autre thématique qu'on retrouve dans Buenos Aires, dans cet article de Jean Etchepare, c'est l'ici et l'ailleurs, la thématique de l'ici et l'ailleurs. Donc, cette notion qui est relative, qui ne prend sens que par rapport au lieu précis d'où on l'énonce. Et donc, on l'utilise en littérature, en philosophie, en géographie. Et là, on trouve une opposition entre l'ici et l'ailleurs, fabriquée par les Basques dans le cadre de l'immigration outre-Atlantique. Donc, le texte se termine ainsi, Baina nunditeke nunbait shoragarri ura. Donc, nunbait, c'est l'ailleurs. Donc, pour terminer, parce qu'il me semble pas beaucoup de temps, donc je vais reprendre l'éditorial de Jean-Pierre Tourouti de 1905 qui a été publié dans Eskualduna, et donc on le voit à gauche là, donc c'est en très petit, mais donc c'est l'éditorial, et donc c'est un article qui met en évidence la question de l'immigration religieuse, donc qui a un aspect également important. Et le rôle joué par l'Église catholique en Argentine depuis le 19e siècle, notamment les congrégations ici bénédictines, la congrégation bénédictine. Il faut replacer ça dans un contexte historique national français avec donc l'interdiction des congrégations d'enseigner, ce qui provoque le départ notamment des bénédictins de Belloc à Lascaux, de l'autre côté de la frontière, ou en Argentine, à Buenos Aires par exemple. Donc l'article est structuré de manière binaire avec le Pays basque, l'Amérique, la vie, la mort, l'âme et le corps. Et donc il dresse le portrait du basque égaré. Donc on trouve des personnes âgées, des jeunes, des orphelins qui sont influencés par un entourage indélicat
misérables, sécularisés, donc, où la religion n'existe plus. Alors, l'établissement Școlecia a vu le jour au début du XXe siècle et donc c'est un établissement qui a vu le jour sous l'impulsion du mécène Erika Borde, sous le temps. Et juste à titre anecdotique, pour pas trop dépasser le temps, donc dans cet établissement scolaire, donc on assiste à, donc il y a plusieurs ouvertures. D'abord une ouverture pour les garçons, ensuite une ouverture pour les filles. Les religieuses d'Anglet, de la congrégation des servantes de Marie, vont apporter renfort à l'ouverture de cette école. Et donc le programme d'études est également intéressant puisqu'il propose des cours en basque, des cours d'histoire du Pays basque et des concours avec des prix de langue basque. Donc en 1921, par exemple, on a 2 Argentins, Francisco Iriart et Fermín Pelea, qui vont obtenir des prix de langue basque. Donc, dans cet article, Jean-Iriart Urruti développe l'image du basque américain bienfaiteur à travers le mécène sous le teint visionnaire Jean-Martin Erika Borde. Et nous avons une illustration d'une extraordinaire ascension sociale. Donc le self et donc ce pionnier est présenté comme un généreux bienfaiteur et la richesse individuelle qu'il a obtenue n'entrave pas sa générosité pour son peuple. Donc là on a une forme de bienfaisance et de charité sociale qui est utilisée pour faire pression également sur l'aristocratie locale qui ne le concède qu'une place très minime en politique. Donc, cette forme de charité sociale peut être également une forme pour se faire une place en Argentine. Donc, dans le texte d'Iriart Urruti, donc on retrouve une évolution morale descendante de l'émigrant, Arimak galtzen ez badirere ahultzen lasatzen eritzen, il dit. Et donc les valeurs se disparaissent, la dominance de la solitude, de l'égoïsme, une absence de civilisation. Et donc l'émigration au féminin est également traitée de manière assez intéressante avec des créatures féminines présentées comme des vierges à qui il est important d'apporter une protection pour échapper aux griffes des loups. Alors je vais conclure. Et donc tout simplement pour dire que le discours négatif véhiculé par la presse n'a bien évidemment pas freiné l'émigration des Basques. Il existe de nombreuses recherches qui permettent de mettre en lumière différents aspects de ce large phénomène, mais selon nous, il est également intéressant d'analyser le regard qui est porté à ce phénomène depuis le Pays basque et les représentations culturelles depuis ici. Et donc, on assiste à une contradiction du basque qui oscille entre le désir d'aventure et celui de rester enraciné au pays, l'amour de village natal, la stabilité sociale, l'amour des aventures et des initiatives. Donc, je terminerai avec ça. Je vous remercie. Ouais, donc, je vais laisser la place à Oscar Alvarez-Gila qui va présenter une étude sur la microgéographie de l'immigration basque en Argentine à travers les associations